L'expérience de Rosenhan, le double effet qui se coule. Il est plus facile de mettre un homme derrière des mots que de comprendre le silence de sa souffrance. La psychiatrie commence là où finit l'étiquetage et où commence l'écoute. Le miroir déformant, qui est fou et qui ne l'est pas. Pour comprendre l'expérience menée par David Rosenhan en 1973, il faut s'imaginer une époque où la psychiatrie est une citadelle imprenable, dotée du pouvoir immense de classer les individus entre le normal et le pathologique. Rosenhan, professeur à l'université de Stanford, est hanté par une question d'une simplicité effrayante. La folie est-elle une caractéristique intrinsèque de la personne ou n'est-elle qu'une étiquette collée par un observateur dans un contexte particulier ? Autrement dit, si un homme sain d'esprit est placé dans un asile, les médecins seront-ils capables de voir qu'il n'a rien à y faire ? C'est de cette interrogation que naît l'article au titre choc « Être sain d'esprit dans des endroits insensés ». Rosenhan décide de mettre la psychiatrie au défi en lançant une infiltration sans précédent dans le milieu hospitalier. Mr. Mind, Mr. Mind, please, where is my mind? Les pseudo-malades, l'infiltration de la citadelle. La première partie de l'expérience commence avec 8 volontaires, dont Rosenhan lui-même. Ce groupe de pseudo-malades est composé de gens ordinaires. 3 psychologues, un étudiant en pédiatrie, un psychiatre, un peintre et une mère au foyer. Leur mission est simple, mais périlleuse. Ils doivent se présenter aux urgences de 12 hôpitaux différents, répartis dans 5 États américains, en affirmant entendre des voix. Pour ne pas trop compliquer le diagnostic, ils utilisent tous le même symptôme. Ils déclarent entendre des mots comme vide, creux ou bloc. En dehors de ce mensonge initial et de l'utilisation de noms d'emprunt, les volontaires ont pour consigne de dire la vérité sur leur vie, leurs relations et leur passé. La fluidité de leur récit doit être celle de n'importe quel citoyen sain. Une fois admis à l'hôpital, ils doivent immédiatement cesser de simuler tout symptôme et se comporter de manière parfaitement normale. Le piège du diagnostic, l'étiquette indélébile. Le résultat de cette première phase est stupéfiant et accablant pour l'institution. Sur les 8 infiltrés, tous sont admis. 7 reçoivent un diagnostic de schizophrénie et le 8e celui de psychose maniaco-dépressive. Pourtant, dès leur admission, les pseudo-malades agissent de façon rationnelle. Ils discutent avec les autres patients, prennent des notes sur ce qu'ils voient et demandent poliment quand ils pourront sortir. Mais la machine psychiatrique est enclenchée. Une fois l'étiquette schizophrène apposée, tout comportement normal est réinterprété à travers le prisme de la maladie. Quand un volontaire prend des notes, les infirmiers notent dans son dossier, le patient manifeste un comportement d'écriture compulsif. La fluidité de sa vie normale est devenue la preuve de sa folie. Personne dans le personnel médical ne soupçonne la supercherie, alors que, de manière ironique, les vrais malades, eux, s'exclament souvent « Toi, tu n'es pas fou !» Tu es un journaliste ou un chercheur. La vie derrière les barreaux, la déshumanisation ordinaire. Rosenhan décrit avec une précision glaçante la réalité du quotidien hospitalier vécu par ses complices. Les pseudo-malades sont restés enfermés entre 7 et 52 jours, avec une moyenne de 19 jours. Durant cette période, ils ont découvert l'invisibilité des patients. Les médecins passent devant eux sans les regarder. Les infirmiers discutent de sujets personnels au-dessus de leur tête, comme s'ils n'étaient que des meubles. La fluidité du lien social est rompue par le mur de la hiérarchie médicale. Les volontaires ont même dû feindre de prendre leurs médicaments, en les cachant de leur bouche pour les recracher plus tard, pour ne pas éveiller les soupçons. Lorsqu'ils sont enfin libérés, ce n'est pas parce qu'ils sont reconnus comme sains d'esprit, mais parce que leur schizophrénie est considérée en rémission. L'étiquette reste collée, même dans la liberté. La revanche des institutions, le 2e acte de Rosenhan. Lorsque Rosenhan publie ses résultats, c'est un séisme. Les institutions psychiatriques crient au scandale et à la manipulation. Un hôpital de recherche renommé défie alors Rosenhan, affirmant qu'une telle erreur ne pourrait jamais se produire chez eux. Rosenhan accepte le défi. Il annonce que durant les 3 mois suivants, il enverra un ou plusieurs pseudo-malades tenter de s'infiltrer dans leur établissement. Le personnel est mis en état d'alerte maximale. Les médecins et les soignants scrutent chaque nouveau patient avec une suspicion redoutable, cherchant à débusquer les imposteurs envoyés par le professeur.
À la fin de la période, l'hôpital annonce fièrement ses résultats. Sur 193 patients admis, le personnel a identifié avec une haute confiance 41 imposteurs et a soupçonné 42 autres d'être des envoyés de Rosenan. Le coup de théâtre final, l'imposteur inexistant. C'est alors que Rosenan lâche sa bombe finale. Dans cette seconde phase de l'expérience, il n'avait envoyé absolument personne. Aucun pseudo-malade ne s'était présenté à l'hôpital. Les 41 patients que le personnel médical avait rejetés ou étiquetés comme des simulateurs étaient en réalité de véritables malades mentaux qui avaient besoin de soins. La fluidité du diagnostic s'était inversée, par peur d'être humilié une seconde fois. Les psychiatres avaient fini par voir de la normalité là où il y avait de la souffrance réelle. Cette seconde partie de l'expérience a démontré que le diagnostic psychiatrique n'était pas seulement influencé par les symptômes du patient, mais massivement par l'attente et le contexte du médecin. Le cadre hospitalier créait sa propre réalité, souvent déconnectée de la vérité de l'individu. Analyse des conséquences, un électrochoc pour la psychiatrie. L'expérience de Rosenan a agi comme un acide sur les fondations de la psychiatrie de l'époque. Elle a révélé la fragilité des critères de diagnostic et a grandement contribué à la refonte totale du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM. Les psychiatres ont dû admettre que leur étiquette était souvent subjective et qu'elle pouvait enfermer un individu dans une identité sociale dont il ne pourrait jamais sortir. La fluidité de la pensée psychiatrique est passée d'un modèle purement descriptif à un modèle plus rigoureux, cherchant à minimiser l'impact du contexte. Rosenan n'a pas voulu dire que la maladie mentale n'existait pas, mais que l'hôpital était un lieu qui, par sa structure même, empêchait de voir l'homme derrière le patient. Situation réelle, l'étiquette dans la vie quotidienne. On retrouve les échos de l'expérience de Rosenan dans de nombreuses situations réelles de notre quotidien. C'est l'effet de halo. Une fois qu'une personne est étiquetée comme difficile, incompétente ou instable dans une entreprise ou une école, chaque action qu'elle entreprend est interprétée pour confirmer cette étiquette. Si elle arrive en retard, c'est une preuve de son instabilité. Si elle arrive en avance, on soupçonnera une manœuvre suspecte. La fluidité de la perception est biaisée par le préjugé initial. L'expérience nous enseigne que nous sommes tous, d'une certaine manière, des psychiatres amateurs qui enfermons les autres dans des définitions rigides, oubliant que le contexte influence le comportement bien plus que nous ne voulons l'admettre. Conclusion sur l'expérience de Rosenan. L'expérience de Rosenan demeure une leçon d'humilité pour toutes les sciences humaines. Elle nous rappelle que nos jugements sont souvent les prisonniers des lieux où nous les portons. Le syndrome de l'étiquette, que Rosenan a mis en lumière, montre que l'on peut facilement perdre son humanité dès lors que l'on est réduit à un mot ou un code de diagnostic. En fin de compte, l'expérience nous invite à regarder au-delà des apparences et à toujours privilégier la rencontre humaine sur la classification administrative.